nous allons parler aujourd'hui donc science et innovation, mais là plutôt dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'imagerie médicale. Et l'idée, un petit peu, c'est dans l'esprit de la chaire de Didier Roux, c'est de regarder un peu comment le lien entre découverte scientifique, invention et innovation se fait. Et l'exemple de Supersonic est un témoin que c'est tout sauf linéaire et simple. Donc, Supersonic Imagine a été fondé en 2005 par 3 chercheurs et 3 industriels, avec un objectif simple, c'est de concevoir et commercialiser un échographe ultra rapide. Alors, quand je parle d'ultra rapide, je vous donne un ordre de grandeur simple, c'est 20 000 images secondes, c'est-à-dire 1000 fois plus rapide que ce que peut faire l'œil humain. Et donc, j'ai l'habitude de montrer cette vidéo, qui est une vidéo simple d'une vibration d'une cymbale, mais filmée à 1000 images secondes, et vous vous rendez compte à quel point l'œil peut ne pas discerner certaines choses qui vont très vite. Et donc, quand on les filme à vitesse rapide et qu'on les filme et qu'on les montre lentement, on voit des choses qu'on n'était pas capable de voir. Et donc là, l'échographe que l'on a bâti fait la même chose, mais à l'intérieur du corps. Il filme les phénomènes physiologiques du corps à plusieurs dizaines de milliers d'images secondes. Et ça a donné des avancées concrètes et des outils concrets pour améliorer le diagnostic et le suivi des patients. Alors, Supersonic, aujourd'hui, est une boîte qui a 12 ans d'existence. On est 150 personnes. On a déjà vendu 2000 échographes et on tourne sur des chiffres d'affaires de 25 millions d'euros avec des croissances que l'on souhaite plutôt aux alentours de 10-15% chaque année. Et on vend un peu partout dans le monde avec des points, évidemment des points forts que sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Alors, pour arriver là, donc l'idée c'est de vous donner un petit peu l'aventure qui a mené à tout ça. Et donc, on va le regarder sous 3 angles différents. L'aventure scientifique, comment l'échographe ultra rapide a été inventé. L'aventure de la start-up, comment on est passé de l'invention à l'innovation utile pour le marché qui nous concerne. Et puis la dernière partie, c'est l'aventure industrielle, c'est un peu le défi de la maturité, comment une start-up devient une société qui tourne bien. Donc première partie, l'aventure scientifique. Alors ça revient à jouer avec des ondes ultrasonores. Vous savez que les ondes ultrasonores, ce sont des sons qui ont des fréquences qui vont au-delà de la perception de l'oreille humaine. Vous êtes à 20 000 oscillations par seconde pour le son, et au-delà, on considère que c'est des ultrasons. Les ultrasons sont évidemment employés dans la nature. La chauve-souris émet un cri, et en fonction de l'écho de ce cri qui revient du milieu, elle est capable de se repérer dans son environnement et de dire s'il y a une proie intéressante à distance raisonnable. Donc ça, c'est le concept d'écolocalisation. On utilise des sons, des ultrasons pour se repérer dans l'espace. C'est un concept évidemment très intéressant, mais il a fallu attendre une découverte scientifique extrêmement importante pour que les hommes puissent commencer à manipuler les ultrasons et faire de l'écolocalisation. C'est la découverte de la piézoélectricité par les frères Curie. La piézoélectricité, l'idée est simple, hein, c'est un cristal qui est capable de générer du courant quand on le déforme, ou de se déformer quand on lui applique du courant. Donc c'est un phénomène réversible, et donc ça permet de contrôler avec du courant des vibrations et donc de créer des sons et des ultrasons. Donc on crée des microphones et des haut-parleurs avec ça. Donc ça, c'est 1880. Il a fallu attendre la Première Guerre mondiale et un besoin assez basique de guerre pour voir vraiment la première innovation basée là-dessus, qui est le sonar, qui a été mis au point par Paul Langevin en 1917 et qui était là pour détecter des sous-marins ennemis pendant la Première Guerre mondiale. Et donc c'était tout à fait le phénomène d'écolocalisation. Vous envoyez une onde pour sonder le milieu, et s'il y a quelque chose qui vous revient, vous êtes capable de dire s'il y a un sous-marin ou pas. Si vous appliquez les mêmes principes dans le corps humain avec des ultrasons, vous faites de l'échographie. Vous envoyez des ondes, vous écoutez, et vous faites de l'imagerie. Là, vous voyez, c'est l'imagerie morphologique. Et vous voyez ici un petit bébé dans l'utérus. Alors, l'échographie,
vous connaissez tous, hein, c'est la seule imagerie médicale qui est en réel, c'est-à-dire que vous voyez les choses se passer en temps réel dans votre corps, et donc là, en l'occurrence, le bébé bougeait, ici c'est le petit cœur qui bat. Alors, ceux qui ne sont pas habitués à l'image échographique, c'est souvent assez barbare, mais dès qu'on a un peu l'œil, on voit très bien la tête, le nez, ici le corps, le cœur qui bat, et puis la petite main qui bouge. Voilà, donc ça c'est de l'écolocalisation pour l'imagerie médicale. Et j'en profite pour souligner l'apport assez marqué des chercheurs français dans ce domaine-là. C'est vraiment une expertise très française des ultrasons, avec des découvertes majeures. Vous avez donc la piézoélectricité avec les frères Curie en 1880, Paul Langevin qui découvre le sonar en 1917, René Lucas qui découvre que la lumière peut être diffractée par les ultrasons en 1932, Léandre Pourcelot à Tours qui fait le premier échographe temps réel et qui s'intéresse aussi au Doppler, à l'écho-Doppler, et Matthias Fink qui a introduit la notion de retournement temporel, dont justement je voudrais vous parler aujourd'hui. Matthias Fink qui était cher de cette session ici en 2008-2009 et qui a voulu jouer avec les ondes ultrasonores et les faire revivre leur vie antérieure. Alors on sait que pour les hommes c'est une utopie, on ne va jamais revoir quelqu'un remonter sur son échelle après être tombé sur un coussin. Donc vous voyez ici, ça c'est une vue de l'esprit, mais pour les ondes c'est tout à fait possible. Et donc il s'est amusé à manipuler les ondes et à essayer de les faire rajeunir. Et donc je vais vous illustrer ça avec un exemple très concret. Donc vous allez envoyer, ici on envoie un petit caillou dans une piscine, et vous voyez que le petit caillou là, il crée des ondes, il crée une onde sphérique qui diverge et qui va se réfléchir un peu partout. Cette onde a une vie assez chaotique, elle va se réfléchir sur les bords, repartir, revenir, etc. Et on a placé tout autour de la piscine des capteurs. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite par Mathias et ses collaborateurs. On enregistre le champ qui a été émis sur les bords de la piscine par l'onde, et on les retourne temporellement, ce qui est le début, on le met à la fin, ce qui est à la fin, on le met au début, et on réémet tout ça par les petits vibreurs qui sont sur le côté de la piscine. Donc on essaye de refaire vivre la vie passée de l'onde. Et donc je voudrais, si possible, vous montrer, je vais vous accélérer un peu parce que ça prend un peu de temps, mais si vous émettez un champ très complexe qui est l'inverse de ce qui a été vécu initialement, vous allez voir que comme par magie, au bout d'un moment, on va se recréer virtuellement un caillou. Donc vous voyez ici l'onde sphérique qui va se recréer, si vous attendez un peu. Hop, elle se recrée et se focalise exactement à l'endroit où on a envoyé le caillou. Donc d'un champ très complexe, on a refait revivre une histoire et hop, ça repart dans l'autre sens. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, la première chose à laquelle ça a servi, c'est de repérer et de soigner et détruire des calculs rénaux. Et donc, vous voyez, à l'échographie, les calculs rénaux, ça se voit très bien, c'est cette tache blanche-là. Et donc, si on isole le signal de ce calcul, on le retourne temporellement, on le réémet dans le corps avec une puissance 10 ou 50 fois supérieure, eh bien, on va le détruire. Et donc, la première expérience de Matthias Fink en retournement temporel a été financée par une industrie, par une boîte qui s'appelait Technomed, pour pouvoir détruire de manière non invasive les calculs rénaux. Et donc, ils ont développé cette espèce d'énorme armoire ici, qu'on appelle une baie à retournement temporel, qui enregistre les signaux, les retourne et les réémet dans l'autre sens pour pouvoir aller focaliser exactement là où il y a le calcul rénal. Deuxième contrat, 2 millions de francs à l'époque, donc c'était en début des années 90, c'était pas négligeable, financé par la STECMA pour détecter des défauts dans les réacteurs d'avion. Il y avait pas mal de crashs, et donc on voulait des méthodes fiables pour détecter les défauts dans les réacteurs d'avion. Et donc ça a permis de développer cette thématique du retournement temporel. Et la petite histoire fait que ces deux applications industrielles n'ont jamais vu le jour, pour différentes raisons. Mais en revanche, il y avait un espèce d'outil absolument fabuleux qui était cette baie à retournement temporel.
pour faire de la recherche fondamentale de la physique des ondes, de la physique en milieu complexe, qui a été faite dans les 10-15 années suivantes, et qui continue d'ailleurs. Alors, ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que ce gros cube-là, ben, c'était en fait un échographe ultra rapide. Ils avaient inventé l'échographe ultra rapide un peu par hasard, et ils ne l'ont compris que plus tard. Ils l'ont compris parce qu'ils avaient dans le labo une thématique qui n'avait absolument rien à voir avec ça, qui était de la sismologie du corps humain. La sismologie du corps humain, comme son nom l'indique, alors on tape sur le corps. Ici, vous voyez un film de quelqu'un qui donne un coup dans un ventre un peu adipeux. Et donc, si vous regardez au ralenti, toujours avec une caméra ultra rapide, ce que vous voyez ici, c'est une très belle onde qui se propage ici, là, vous voyez, du centre vers l'extérieur. Et il y a la même chose qui se propage à l'intérieur du corps. Donc, quand vous tapez sur un milieu, vous créez ce qu'on appelle une onde de cisaillement qui se propage de la source vers l'extérieur. Cette onde de cisaillement, elle est sensible à la même information que celui qui tape, c'est-à-dire savoir si le ventre il est dur ou il est mou. Donc vous avez, en générant ça et en analysant les ondes qui se propagent, un outil pour savoir si votre milieu, caractériser votre milieu mécaniquement. Est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est mou? Donc mesurer son élasticité. Et donc il y a eu de la recherche de fait là-dessus, et en 1995, il y avait un premier prototype qui a été fait, qui était un prototype pour sonder le foie humain. Et donc, vous voyez, on venait donner un coup sur le foie ici, paf, et on suivait avec un petit capteur ultrasonore ce qui se passait à l'intérieur. Et on était capable, en mesurant la vitesse de l'onde, donc on mesurait une pente, on mesurait la vitesse de l'onde, et en fonction de la vitesse de l'onde, plus la vitesse va vite, plus le milieu est dur. Si la vitesse va lentement, le milieu est mou. Et donc, on mesurait ainsi de manière quantitative l'élasticité des tissus. D'ailleurs, ça a donné une société qui s'appelle Ecosens, qui est une société qui fabrique un outil pour les hépatologues et dont le produit est disponible aujourd'hui. Donc ça, c'est un thème de recherche qui a été lancé de manière complètement séparée du retournement temporel, mais c'est un peu la convergence des deux sujets, le retournement temporel d'un côté et la sismologie du corps humain, qui a créé cette idée d'échographe ultra rapide, parce qu'on avait quelque chose qui était capable d'enregistrer des signaux à toute allure et de suivre, du coup, de filmer des ondes de cisaillement. Et donc ça, c'était un outil fantastique de recherche. On pouvait, à l'intérieur du corps, filmer les vibrations et voir si on pouvait faire de l'imagerie de dureté du corps humain. Et donc, on a commencé, ça c'était le début des années 2000, à aller en clinique. Et là on s'est associé avec l'Institut Curie, qui a accepté de travailler avec nous. Et on est sorti avec cette espèce de gros vibreur, là, qui était censé donner des coups sur les seins des patientes, pour créer des ondes de cisaillement et pour filmer ainsi ces ondes et créer des cartes d'élasticité. Bon. Même si vous n'êtes pas expert du domaine, vous sentez bien que ça n'allait pas. La patiente se demandait ce qui lui arrivait. Et donc, ça n'allait pas. C'était trop lourd, c'était pas commercialisable ou transformable en innovation. Et donc, on a fait appel à un autre phénomène des ondes, qui est un très beau phénomène, qui est la force de radiation. La force de radiation vous dit que quand une onde se propage dans une direction, eh bien, elle crée un vent qui va pousser les aspérités qu'elle rencontre dans le sens de la propagation. Et cette force de radiation, elle est utilisée d'ailleurs, il y a eu l'idée de faire des voiles solaires pour faire avancer un vaisseau spatial dans l'espace avec les rayonnements du Soleil. Cette force de radiation a été formalisée en acoustique par Paul Langevin, la force de Langevin en champ lointain. Et on peut l'utiliser en échographie en focalisant un faisceau ultrasonore à partir d'une sonde échographique à un endroit. Lorsque vous focalisez cette sonde à un endroit, et bien vous créez un petit doigt qui vient pousser à distance votre milieu et qui vient vibrer là où vous avez focalisé les ondes. Et donc, vous avez votre espèce de petit vibreur qui crée des ondes de cisaillement automatiques, sans même que la patiente s'en rende compte. Et donc, voilà ce que ça donne, en fait. On crée des vibrations à distance, et on est capable de les filmer avec notre caméra ultra rapide, cette espèce d'échographe ultra rapide, dans le corps humain. Et on voit ces vibrations ici en blanc, vous voyez, elles se propagent de gauche à droite. Et en mesurant leur vitesse, alors là, on a fait ça dans un milieu qui avait une zone un peu plus dure, vous la voyez à peine sur l'image échographique.
Mais si on mesure la vitesse de cette onde ici en chaque point, et qu'on en fait une image, on a quelque chose de beaucoup plus clair. On distingue très nettement la zone plus dure de son environnement. Et donc voilà, on avait en 2003 une espèce d'énorme armoire qui était capable de faire des cartes de dureté des tissus grâce à ses capacités d'imagerie ultra rapide. Alors c'est intéressant parce que l'imagerie médicale, il y a l'IRM, le scanner, il y a plein de choses très évoluées, mais il n'y en a aucune qui donnait de l'imagerie de dureté des tissus, sachant que c'est un des premiers actes médicaux pour diagnostiquer une maladie, c'est de palper les tissus, donc de savoir s'il y a une différence d'élasticité à l'intérieur d'un organe. Donc, d'un point de vue clinique, c'était potentiellement intéressant, et donc on avait cette invention entre les mains là. J'arrête là pour cette partie scientifique. Si je récapitule un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez que c'est tout sauf linéaire. On part d'un financement industriel qui n'aboutit sur aucune innovation industrielle. On en profite pour faire de la recherche fondamentale en retournement temporel parce qu'on a eu de l'argent. On a une autre thématique qui arrive, qui est complètement dissociée de cette thématique, du retournement temporel. Et en convergeant les deux, on arrive à une invention qui permet, un petit peu par hasard, pas du tout prévu, qui permet de faire de l'imagerie d'élasticité des tissus et qui a un potentiel en imagerie médicale assez intéressant. Donc vous voyez un peu la dynamique dont les choses se font, dans la façon dont les choses se sont faites. Et donc là, en 2003, on a une invention et on souhaite en faire quelque chose, donc en créer une innovation médicale concrète. Et donc là, avant de vous la montrer, deux mots sur les tendances et les besoins du marché de l'imagerie médicale à l'époque. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était déjà les grandes tendances actuelles, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est une population vieillissante, une prédominance des maladies chroniques, donc cancer, obésité, maladies dégénératives, diabète, donc des maladies qui sont coûteuses à soigner, qui sont longues, qui nécessitent des traitements longs. Et donc, le corollaire, c'est évidemment des coûts de santé qui sont de plus en plus élevés. Donc ça, c'est l'équation du marché à l'époque et encore aujourd'hui. Et donc une innovation dans ce marché, elle doit ou anticiper le développement des maladies, essayer de prédire le risque de maladie ou détecter tôt la maladie, ou être capable d'aider à cibler et à personnaliser le traitement. Donc dans ces deux cas, vous allez soulager les coûts de santé et améliorer l'état de santé des patients. Donc voilà les besoins d'une innovation dans notre marché de l'imagerie médicale. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la leçon inaugurale de M. Zeroni, là ici même en 2011, qui disait exactement ça. La médecine du futur, c'est une médecine qui est préventive, prédictive et personnalisée. Et nous, on avait développé un biomarqueur, donc un marqueur de l'état des tissus, qui potentiellement pouvait répondre à ce besoin. Donc on était dans une situation plutôt favorable puisqu'on avait un outil qui quantitativement mesurait la dureté des tissus et qui pouvait indiquer la présence ou non d'une maladie ou suivre ou non l'efficacité d'un traitement. Deuxième point intéressant à l'époque aussi dans l'industrie de l'imagerie médicale, c'est que c'était une industrie qui se concentrait. Je vous ai mis un article de l'usine Nouvelle de 2001. Les géants de l'imagerie achètent à tour de bras. Donc il y avait trois grands géants, Philips, GE, General Electric et Siemens Healthcare, et il y avait que ces trois géants se consolidaient en achetant des plus petites boîtes pour offrir aux radiologues des solutions clés en main qui couvraient tous les besoins. Alors certes, c'était très intéressant. C'est très intéressant de voir ces industries se concentrer, mais quand elles se concentrent, elles passent leur temps à se restructurer. Et donc c'était aussi une période qui n'était pas très propice, où ils n'étaient pas très réceptifs à des idées nouvelles. Donc c'était pas une période où l'innovation s'épanouit de manière claire. Dernier point intéressant, de manière plus particulière en échographie, alors je vais être un peu caricatural, ça ronronnait un petit peu, dans le sens où il n'y avait que des évolutions incrémentales. Il y a eu deux
deux grandes évolutions en échographie. C'est l'échographie temps réel, donc vous voyez le corps bouger en temps réel à l'intérieur de votre corps. Et le deuxième point, c'était l'imagerie de flux sanguin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écho-Doppler, en 1980. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que cette innovation est toujours supportée par une évolution technologique. C'est le microprocesseur qui a permis l'échographie temps réel. C'est des processus, des petites puces, les DHP de traitement de calcul numérique qui ont permis de faire de l'écho-Doppler. Et donc, à chaque fois, une innovation avec bénéfices cliniques est supportée par une innovation technologique. Après, dans les 2 décennies qui ont suivi, c'était plutôt de l'accélération et de la miniaturisation des puces. Et donc, la fameuse loi de Moore qui dit que tous les 18 mois, la puissance de calcul double. Et donc, du coup, il y a eu de l'amélioration incrémentale. On a beaucoup amélioré la qualité des images écho. Et on a aussi miniaturisé, on a commencé à avoir des portables aux urgences, dans les ambulances, donc des échographes portables dans les urgences et dans les ambulances. Donc ça a ouvert aussi des nouveaux marchés. Mais pas vraiment de nouvelles choses depuis l'écho-Doppler, en fait. Et donc on se retrouve dans cette situation en 2005, dans ce contexte, avec un contexte favorable, une invention qui colle quand même aux enjeux de santé de l'époque, et une invention qui est protégée par de la propriété intellectuelle, donc ça a penché en faveur d'une création de société. En revanche, on avait des très très gros risques. On ne savait absolument pas si ça allait marcher ni technologiquement ni cliniquement, et puis on se mettait dans un environnement compétitif qui était plus que difficile, puisque je vous rappelle qu'on parle de General Electric, Philips et Siemens. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est l'humain, évidemment. C'est la rencontre entre Matthias Fink et son équipe, et puis Jacques Souquet et Claude Cohen-Bachy, qui sont deux industriels de l'imagerie médicale, qui en avaient peut-être un peu marre de ces grosses sociétés qui se restructurent et qui ont voulu tenter l'aventure ayant connaissance de cette invention. Donc ça a démarré comme ça, sur un coup de poker, en 2005. Le premier défi qui nous a été donné, c'est évidemment de transformer des connaissances scientifiques en une réalisation concrète qui marche pour le médecin. Et donc là, il y a eu comme une opération commando, c'était une structure à 3 entre l'Institut Langevin, d'où était issue l'invention, notre boîte Supersonic Imagine et l'Institut Curie, où il y a eu une collaboration extrêmement resserrée, extrêmement forte pour passer de l'invention à l'innovation. Et là, on a eu le soutien de 3 points importants. C'est la loi Allègre, dont Didier Roy mentionnait au début l'importance. Ça nous a énormément aidé. Ça a permis aux inventeurs de faire partie de la société, en fait, et de transférer toutes leurs connaissances à la société. Le statut d'ingénieur de valorisation CNRS aussi, que j'ai pu avoir à l'époque, au tout début de la boîte, où ça met toujours du temps à se mettre en place, l'organisation de la boîte, la structure de la boîte, les bureaux, etc. Et ben, on a pu démarrer très tôt, grâce au CNRS, on a pu démarrer très tôt le travail de valorisation pour passer d'une invention à une innovation. Et on a mis aussi très tôt en place, avec le CNRS, un accord de collaboration entre nous pour accélérer tout ça. On a eu aussi des aides financières, le prix de la jeune entreprise innovante, 450 000 €, qui nous a permis de démarrer, un statut fiscal jeune entreprise innovante qui aide aussi énormément les jeunes sociétés, et puis des aides régionales, à la fois administratives et fiscales, qui nous ont permis de nous installer dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et donc en 2006, c'est-à-dire juste un an après la création de la boîte, on avait fait une faisabilité technique et clinique, vous voyez ici des cas cliniques de cartes d'élasticité. On avait fait une vingtaine de patientes sur l'imagerie du sein, sur le cancer du sein. On avait levé 10 millions d'euros et on avait recruté 30 personnes pour créer ce produit qui est l'échographe ultra rapide. Alors, passer du prototype au produit, il y a 2 pièges qu'il faut éviter. C'est ce que j'ai appelé le piège de l'ingénieur. C'est le premier, c'est se concentrer sur le produit et non sur le client. Lorsque vous concevez, là c'est une différence entre on fait une conception d'un produit, on fait une conception d'une expérience utilisateur. Il faut toujours avoir en tête le besoin client à la fin et l'expérience de l'utilisateur lorsqu'il va utiliser votre produit. Si vous faites quelque chose de très innovant et très performant, mais
inutilisable et extrêmement cher, vous allez à l'échec assuré. Et, là, pour ce faire, nous, on a eu une chance assez énorme, c'est qu'on a bénéficié d'une évolution technologique majeure, qui est l'arrivée, grâce à l'industrie des jeux vidéo, de cartes graphiques ultra puissantes pour faire du calcul. Et donc là, vous avez une possibilité de paralléliser les calculs de manière massive. Et on a pu, grâce à ça, construire notre échographe ultra rapide avec un rapport coût-performance extrêmement intéressant. Et c'est cette évolution technologique qui nous a permis de sortir l'échographe ultra rapide qui fonctionnait bien, qui fonctionnait de manière simple, qui fonctionnait de manière attendue de nos clients. Pour la petite histoire, on pense que si on avait démarré un an plus tôt, on n'aurait pas réussi. Donc c'est vraiment une question de timing et de chance. Et donc en 2008, en 3 ans, on avait bâti voilà, l'échographe ici Explorer, qui fait tout ce qu'un échographe aujourd'hui fait, mais qui en plus a des capacités d'imagerie ultra rapide et qui fait de la carte d'élasticité temps réel des tissus. Et donc vous voyez l'intérêt de l'industrialisation ici. On est passé d'un prototype de laboratoire qui faisait une image de dureté en 45 minutes à un échographe qui fait 5 images par seconde de carte d'élasticité. Deuxième piège à éviter, se focaliser sur l'innovation technologique. Donc c'est pas parce que vous avez une belle invention, une belle innovation que le client va être séduit. Il faut prouver l'intérêt au client, et ce de manière extrêmement rigoureuse. Donc pour nous, c'est passer d'une innovation technologique à une innovation clinique. On a démontré, par exemple, sur 1000 patientes, au travers de 18 sites cliniques, que notre imagerie quantitative d'élasticité avait un apport concret et statistiquement significatif dans la prise en charge du cancer du sein. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est un investissement lourd pour une jeune société. Ça nous a coûté 2 millions d'euros. Mais c'est un investissement indispensable parce qu'on a besoin de prouver la valeur de notre innovation. Un autre exemple de valeur clinique fait par l'Institut Curie ici et l'Institut Langevin en 2011, le suivi de chimiothérapie. Vous voyez ici un cancer du sein traité sous chimiothérapie au temps t égale 0, et puis à différents temps du traitement chimiothérapique. Au départ, c'est extrêmement dur, c'est rouge, et dès que la chimio prend, tout de suite l'élasticité diminue, donc vous avez très vite un marqueur pertinent pour dire si la chimiothérapie marche ou pas. Donc en 2009, nous avions relevé le défi de l'innovation. On avait un produit commercialisé, vendu dans les hôpitaux, plutôt performant et simple d'utilisation. On avait développé une innovation qui collait aux enjeux de santé et on avait démontré des bénéfices cliniques. Donc si je reprends mon petit schéma ici, d'un schéma où on est avant l'invention dans une relation industrie-recherche assez lâche, on ne sait pas trop où on va aller et d'un coup on tombe sur une invention. Là, lorsqu'on veut passer de l'invention à l'innovation, il faut resserrer les rangs, faire une collaboration très structurée, très orientée vers des objectifs, et on a pu le faire grâce à tous les dispositifs qui favorisent l'innovation aujourd'hui en France. Et donc ça a été fait entre Supersonic Imagine et l'Institut Langevin pour avoir l'innovation 4 ans plus tard. Donc c'est 2 régimes d'interaction industrie-recherche différents. Dernière partie, l'aventure industrielle, donc un petit peu je dirais le défi de la maturité. C'est pas parce que vous avez créé votre boîte, que vous avez levé de l'argent, que vous avez fait votre innovation, que votre innovation marche, qu'elle est prouvée cliniquement, que vous avez réussi. Loin de là, le chemin à parcourir et les difficultés sont de loin les plus élevées après. Et tout ça, ça a été théorisé par M. Geoffrey Moore. Alors c'est pas le même que la loi de Moore, mais c'est un autre Moore. Mais il a théorisé ce qu'on appelle le chiasme, ou en français le trou d'air, qu'on a vécu, c'est-à-dire que lorsque vous développez une innovation, vous êtes très vite
vous suscitez beaucoup d'intérêt chez les visionnaires et chez les visionnaires, donc les gens qui ont envie de faire de la recherche clinique, qui ont envie de publier. L'Institut Curie, je l'ai cité, c'était parmi nos premiers collaborateurs cliniques. Le CHU de Grenoble, qui nous a acheté l'échographe alors qu'il venait de sortir du four. Ce sont des gens qui sont intéressés par des choses nouvelles. Mais le gros de votre marché, c'est des gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'innovation. C'est des gens qui sont très pragmatiques, qui veulent que ça marche vite, bien, de manière efficace, et qui, voire, sont un peu rétifs à l'innovation, veulent pas trop changer les habitudes. Donc vous devez faire en sorte de convaincre ces gens-là aussi si vous voulez réussir commercialement. Et vous voyez, par exemple, ici, on a eu notre première vente dans un cabinet de radiologie privé, qui, là, on ne fait pas de l'innovation, là, on fait du débit, en 2013. Donc, il y a eu pratiquement 4 ans entre des profils plus visionnaires amont et des profils plus pragmatiques. Et ça, pour une jeune société, c'est difficile. C'est un peu une crise d'adolescence. Il faut passer cette période-là où votre innovation est un petit peu digérée et transférée au gros du marché. Il y a aussi tout un cadre socio-économique à changer. Une innovation, ça bouscule les habitudes. Je vous donne un exemple. Le papier qui est sorti sur notre essai clinique, il montrait clairement qu'on pouvait réduire le nombre de biopsies du sein, qui étaient inutiles. Aujourd'hui, il y a plus de 60% des biopsies qui sont inutiles, qui se révèlent négatives. Pourquoi ? Parce qu'on biopsie dès qu'on a un doute. Avec cette technique-là, on peut réduire de manière significative le nombre de biopsies, ce qui entraîne une réduction des coûts et évidemment une réduction du traumatisme pour les patients. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Oui et non, puisque d'une part, vous enlevez le remboursement de la biopsie à la personne qui la pratique, et d'autre part, vous demandez à celui qui pratique la biopsie de prendre un risque puisqu'il ne va pas faire la biopsie. Donc il prend un risque lui-même sur le diagnostic. Donc, ce n'est pas forcément évident d'adopter quelque chose de nouveau qui quand même, cadre aux enjeux de santé. Et donc, vous devez aussi agir sur le cadre socio-économique, c'est extrêmement important. D'une part, sur la politique de remboursement, l'imagerie, l'échographie de dureté doit être un acte remboursé. Et d'autre part, travailler beaucoup avec les sociétés savantes en échographie pour avoir des recommandations d'utilisation de votre innovation. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, entre le moment où on a mis sur le marché l'innovation et l'investissement qu'on a dû faire pour devenir une boîte, une société qui a un chiffre d'affaires conséquent, qui a réussi commercialement, ben vous voyez le rapport, il est de 1 sur 10. C'est 90 millions d'euros d'investissement pour faire ça, alors qu'on a eu besoin de 10 millions d'euros pour créer l'innovation. Donc c'est une période à la fois coûteuse et difficile pour l'entreprise. Et en même temps, tout en vivant tout ça, vous devez être capable d'inventer votre futur. Et un des points que je souhaiterais mettre en valeur ici, il y a plusieurs points, mais celui que je voudrais mettre en valeur ici, c'est savoir redéfinir son rapport à la recherche. Vous ne pouvez plus être dans un rapport qui est extrêmement resserré, avec des objectifs bien tendus. Là, vous devez lâcher du lest, redonner de l'oxygène à la recherche, mais en même temps faire bénéficier la recherche de votre évolution et de votre innovation technologique. Donc, ce qui a été fait, c'est que la recherche a bénéficié de l'échographe ultra rapide Explorer qui a été commercialisé en tant qu'outil de recherche. Et ça, c'est un accélérateur de recherche incroyable. Entre ce prototype-là et ce prototype-là, les capacités sont incomparables. Et là, je vous encourage à aller voir ce que fait au cœur de l'Institut Langevin l'équipe de Michael Tanter, dont vous voyez le nombre de thématiques qui ont été développées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien, mais c'est pour vous donner une idée du volume, à partir de la thématique de recherche de l'imagerie ultra-rapide du corps humain. Ça a véritablement explosé. Je vous donne juste un exemple, c'est l'imagerie ultra-rapide des flux. Vous savez que l'échographie aujourd'hui fait de l'écho-doppler, donc on peut visualiser en couleur les vaisseaux sanguins. Donc voilà, l'imagerie de gris donne la morphologie. Les petits vaisseaux ici sont affichés en couleur. L'Institut Langevin a utilisé les concepts d'échographie ultra rapide pour réinventer
l'imagerie de flux. Et ils se sont mis à développer une nouvelle technique qui permet d'améliorer de manière extraordinaire la sensibilité de l'imagerie de flux. Donc là, ils ont commencé par s'amuser, alors c'était pas le plus facile, mais ils ont démarré là-dessus par un cerveau de rat. Donc c'est même pas la moitié d'un bout de doigt. Et de faire de l'écho-doppler sur du cerveau de rat. Et vous voyez à gauche le Doppler classique, et à droite la vascularisation par Doppler ultra rapide, avec tous les petits vaisseaux que vous voyez, les micro-vaisseaux que vous voyez. La différence, elle est indiscutable. Donc on se retrouve avec un outil exploité par la recherche qui donne des choses absolument incroyables en termes de nouvelles informations à regarder. Et ils se sont mis vraiment à faire une véritable cartographie de la vascularisation du cerveau du rat. Et là, vous le voyez, la carte en 3 dimensions, où vous voyez vraiment la structure vasculaire du cerveau de rat, avec une précision et une résolution et une sensibilité qui n'est donnée nulle part ailleurs. Et ça a ouvert un champ de recherche fantastique, qui est l'imagerie fonctionnelle ultrasonore. Et là, cette équipe-là travaille avec des neurobiologistes où on va commencer non seulement à faire de l'imagerie de vascularisation, mais on va analyser des comportements des animaux et analyser la vascularisation du cerveau en fonction de certains comportements. Donc là, vous voyez, par exemple, ils ont identifié les zones de vascularisation liées à un stimulus visuel. Vous pouvez regarder ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous créez un stimulus olfactif, ou un stress, ou vous injectez une drogue. Donc là, vous avez un champ qui était réservé à l'IRM, qui était l'IRM fonctionnel, qui s'ouvre complètement pour les ultrasons, qui est l'analyse fonctionnelle du cerveau. Donc voilà, donc ça, c'est des perspectives de recherche assez étonnantes. Et pour nous, c'est aussi des retombées, puisqu'on a utilisé cette découverte-là, cette avancée-là, pour implémenter sur notre machine un mode d'imagerie de vascularisation ultrasensible des tissus. Et vous voyez entre l'écho-doppler conventionnel et l'écho-doppler ultra rapide, la différence, le nombre de vaisseaux et la taille des vaisseaux que vous détectez est beaucoup plus élevé. Et donc là, vous avez accès à la microvascularisation des tissus, qui, on le sait, a un rôle extrêmement important, notamment en cancérologie. Donc c'est des outils qui viennent de la recherche, qu'on a pu réimplémenter. Ça c'est tout frais, ça date de 2015. Donc vous voyez un petit peu le cercle vertueux entre recherche et industrie qui a pu être créé. Donc je finis sur l'interaction recherche-industrie jusqu'en 2013. Là. Donc on est parti d'une relation assez lâche, une porosité entre les deux qui a permis une invention qui est l'échographe ultra rapide. Ensuite, on a créé une interaction extrêmement forte entre les différents partenaires pour faire de la valorisation et effectivement commercialiser cet échographe ultra rapide. Et on a mis à disposition cet outil de recherche, cet outil innovant pour la recherche, en relâchant les contraintes, évidemment, ce qui a donné des découvertes et un champ nouveau d'investigation, qui est l'imagerie fonctionnelle par ultrason du cerveau, qui a eu des retombées directes chez nous, puisqu'on a pu, dans notre domaine en radiologie, faire de l'imagerie de microvascularisation, ce qui peut avoir... ce qui nous donne des perspectives cliniques en cancérologie et notamment extrêmement intéressantes. Voilà, j'arrête là. Je profite juste pour remercier les personnes qui ont interagi pour cette présentation. Donc Mathias Fink, qui est à l'origine un peu de tout ça, Michael Tanter, qui fait de la très belle recherche en imagerie ultra rapide, Jacques Souquet, qui est le fondateur de Supersonic Imagine, Michel Le Sueur, qui est l'actuelle présidente, Jessica Berkoff, ma femme, et Claude Kembakri, qui est le directeur scientifique de Supersonic Imagine. Voilà, merci.